Veuillez écouter un cours de méthodologie historique, unité d'enseignement 540, fait par Madame Pat Lajean de l'Université Paris X. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le programme de ce cours qui déconcerte un peu les étudiants par sa nouveauté même, et je dois dire que c'est la nouveauté qui fait son intérêt pour nous, enseignants. Il s'agit d'enseigner la méthodologie de l'histoire. Est-ce qu'on peut enseigner la façon de faire de l'histoire? À première vue, cela peut susciter quelques méfiances. En réalité, je voudrais préciser qu'il y a plusieurs façons de concevoir ce sujet. Il y a une façon plus technique, qui n'est pas celle que nous avons choisie, qui consiste à inculquer le principe de l'usage des différents types de documents. C'est aussi un enseignement de méthode historique. Pour notre part, nous avons choisi, dans cet enseignement de premier cycle, de présenter aux étudiants la façon ou les façons dont se fait l'histoire en France, et ceci non pas du tout par esprit de clocher, mais parce que nous avons voulu leur présenter des livres qu'ils seront amenés à lire, et il s'agit essentiellement de livres de l'école française d'histoire. Et d'autre part, nous avons voulu leur montrer comment l'histoire, depuis quelques décennies, s'est enrichie, dans quelle direction elle est allée, et plus précisément, nous avons mis au programme ce qui est pour nous, historiens, au centre de nos préoccupations actuelles, quelle que soit la période dont nous nous occupons, c'est le rapport entre l'histoire et les sciences sociales. Rapport qui a été quelquefois, qui reste encore rarement, je m'empresse de le dire, un rapport d'antagonisme ou du moins de méconnaissance, mais qui est, la plupart du temps, un rapport d'attention porté aux travaux les uns des autres et qui nous a amenés, nous-mêmes historiens aussi bien que nos collègues de sciences sociales, à, je le répète, un enrichissement certain de notre problématique. Le programme que vos camarades qui peuvent suivre les cours de l'université sont invités à préparer est donc centré sur cette question du rapport entre l'histoire et les différentes sciences sociales. Et je voudrais aujourd'hui, où l'année est plus qu'entamée, vous présenter un petit peu ce que nous avons fait en ce domaine, d'une part dans le cours dit magistral, et je ne suis pas responsable de cette épithète, qui est fait par moi-même et qui est accompagné d'autre part par des séances de travaux dirigés, par 4 chargés de travaux dirigés que vous devez entendre d'autre part dans la série de ces émissions. En réalité, nous n'avons pas abordé dès le début de l'année ce problème qui était au programme du rapport entre l'histoire et les sciences sociales, car il nous est apparu qu'on ne pouvait pas y entrer d'emblée sans parler un petit peu de ce personnage que nous fréquentons tous, que nous sommes ou que nous voulons être, qui est le personnage de l'historien. Et nous avons voulu, dans un premier temps, dans une première partie du programme, montrer que l'histoire ne se fait pas toute seule, si vous me permettez ce truisme, mais qu'elle est faite par une personne qui est l'historien, et que la personne de cet historien, son esprit, son intelligence, sa façon de voir les choses, sa situation dans l'histoire et dans la société de sa propre époque, infléchissent la façon dont il recherche et dont il utilise justement son matériel historique. Chacun de nous, qu'il s'agisse d'enseignants ou d'étudiants, a commencé à faire de l'histoire pour des raisons tout à fait différentes et à la limite biographiques. Nous n'avons pas tous non plus la même conception de ce que doit être l'histoire, nous n'avons pas les mêmes raisons d'en faire.
Cela dit, nous avons tous en commun une condition sociale et j'ai consacré pour ma part un premier cours à montrer à vos camarades comment la position sociale de l'historien avait varié. Je ne suis pas remontée à l'Antiquité grecque comme j'aurais dû véritablement le faire. J'ai surtout insisté sur ce qu'on avait vu à partir de la Renaissance, à partir des humanistes, et j'ai montré qu'à ce moment-là, il y a une association qui est lourde de conséquences à très long terme entre l'historien et le pouvoir. C'est-à-dire que l'historien est très souvent un historiographe proche du prince, chargé de raconter ce que fait le prince, de le raconter souvent dans un certain sens, et même lorsqu'il médite sur l'histoire des temps passés, même lorsque les humanistes s'interrogent sur l'histoire de cette antiquité à laquelle on revient au moment de la Renaissance, c'est encore cette proximité du pouvoir central qui explique leur intérêt pour l'histoire politique, pour les hauts faits des hommes illustres. Ensuite, dans une seconde période, qui est en gros la période des États absolutistes, qui est pour notre pays la période des XVIIe et XVIIIe siècles, il y a, en sens apparemment contraire, mais en fait exactement pour les mêmes raisons, une espèce de séparation entre l'activité de l'historien, la recréation du passé par l'historien et le prince. Il y a, disais-je, une espèce de séparation qui fait que le XVIIe et le XVIIIe siècle sont de très grandes époques d'érudition et, vous le savez, d'érudition en grande partie cléricale. Et nous, historiens d'aujourd'hui, nous sommes nés, si j'ose dire, au début du XIXe siècle, nous sommes nés au moment où est apparu ce personnage finalement nouveau qu'est le professeur d'histoire, dont un des premiers exemples est Michelet, professeur à l'École normale supérieure. Et le professeur d'histoire conserve de son passé d'historiographe, ou du moins il a conservé très longtemps un intérêt plus immédiat pour l'histoire au sommet, pour l'histoire du pouvoir, mais d'autre part, sa position même d'universitaire le mettait dans une zone en quelque sorte marginale de la société, puisque sa réflexion historique, sa réflexion sur le pouvoir, est la réflexion de quelqu'un qui désormais n'est plus le conseiller du prince. Il y a donc un passé extrêmement ambigu à ce personnage du professeur d'histoire qu'est en fin de compte chacun d'entre nous. Et nous avons pensé qu'il fallait comprendre à la fois cet intérêt passé pour le pouvoir et cette disponibilité présente pour montrer à nos étudiants comment l'histoire en France et au surplus dans le monde a évolué depuis les dernières décennies. En dépassant ensuite donc cette question de la situation sociale de l'historien qui était primordiale, nous n'arrivions pas encore à la question proposée du rapport entre l'histoire et les sciences sociales, car nous avons voulu continuer à observer l'historien devant nos étudiants, et nous avons voulu montrer comment l'historien, au centre de son travail historique, a des catégories mentales, qui sont d'ailleurs celles de tout un chacun, mais à l'intérieur desquelles seulement il peut faire son œuvre d'historien. Et la première de ces catégories mentales, qui est d'un usage quotidien, mais enfin qui est particulièrement importante pour l'historien, c'est la catégorie du temps. Nous employons tous la catégorie du temps quand nous racontons ce que nous avons fait ou quand nous faisons des projets d'avenir. Le temps de l'historien est un temps professionnel, si j'ose dire, un temps particulier, de même que le temps du metteur en scène de cinéma, par exemple, parce qu'il appartient à l'historien d'imprimer à son récit une vitesse plus ou moins grande, et nous avons montré à nos étudiants, aussi bien dans le cours que dans les exemples traités en travaux dirigés,
que le choix de cette vitesse de déroulement de l'histoire était directement fonction de la problématique choisie. Pour dire les choses plus précisément, l'histoire chronologique, ce qu'on appelle d'un mot dont on a abusé, l'histoire événementielle, est une histoire relativement rapide. Les règnes, les batailles, les ministères importants se succèdent à la vitesse qu'ils ont eue dans la réalité. Mais l'intérêt que manifeste l'école historique française depuis un certain nombre d'années pour des phénomènes plus profonds de la vie sociale ont entraîné l'historien à adopter pour son film un déroulement infiniment plus lent. Nous avons commenté à cet égard le texte fondamental de Fernand Braudel sur la longue durée en histoire, publié en 1958, et nous avons montré par un certain nombre d'exemples que l'histoire des profondeurs, l'histoire de la société rurale, l'histoire des changements culturels, pour ne prendre que des thèmes qui ont la faveur de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, que toutes ces histoires-là obligeaient à prendre en compte une durée extrêmement ralentie. Et si c'est Fernand Braudel en 1958 qui a fait la théorie de cette longue durée, en réalité, le premier exemple d'une histoire de très longue durée a été donné par le livre de Marc Bloch, auquel j'ai longuement rendu hommage aussi, sur les catégories, sur les caractères originaux de l'histoire rurale française, schéma grandiose d'évolution du terroir français, où, à partir des observations contemporaines, il est remonté jusqu'au temps préhistorique. Donc, une histoire que nous écrivons aujourd'hui en lui imprimant un rythme incomparablement plus lent, mais néanmoins, et j'ai voulu y insister, en ne négligeant pas pour autant les jalons chronologiques sans lesquels il n'y a pas d'orientation du temps vers un changement, ce qui est tout de même le but de l'historien. D'autre part, nous avons montré également que l'historien choisit non seulement sa vitesse de déroulement, mais qu'il choisit aussi son découpage, et c'est tout le problème des transitions. Quand finit l'Antiquité, quand commence le capitalisme? Là encore, nous avons cité quelques exemples de travaux célèbres, comme celui de Pierre Villard sur la Catalogne dans l'Espagne moderne. Nous avons expliqué ce qu'était la périodisation marxiste, avec la succession des modes de production, car nous avons tous réfléchi de façon ou d'autre autour de ce schéma. Et d'autre part, nous avons montré aussi que l'historien a à découper pour sa recherche un espace qui est fonction de ce qui l'intéresse, qui est fonction aussi de sa documentation, et nous avons cité des exemples allant de l'espace vaste de la Méditerranée dans le livre célèbre et fondamental du même Fernand Braudel à telle étude limitée à un dossier d'archives précis comme le Beauvaisis de Pierre Goubert, par exemple.